Bonjour, nouveau numéro du Café Politique sur TV Fil 78, revue de presse de l'actualité de ces 15 derniers jours en compagnie des élus du département. Et pour m'accompagner au cours de cette prochaine demi-heure, François Simeoni, élu FN d'opposition à Versailles. Vous êtes aussi le président du FN dans le département. Secrétaire départemental. Bonjour. Secrétaire départemental. Sandrine Grandgambe, bonjour. Vous êtes la responsable départementale également, mais du Parti Socialiste dans le département, donc des Yvelines. Et vous êtes aussi élu de la majorité à Trappes. Et Nicolas Dainville, bonjour à vous. Bonjour Élu à vous. LR d'opposition à la Verrière et élu à Saint-Quentin en Yvelines. On va commencer par ces policiers en colère. On en a déjà parlé ici dans ce café politique, mais les tensions avec les forces de l'ordre ne retombent pas. Le mouvement est né à la marge des syndicats habituels, mouvement spontané après le drame de Viry-Châtillon. François Simeoni, je voudrais qu'on commence même avec vous, parce que le meneur de ce mouvement, enfin en tout cas celui qui s'était improvisé comme le meneur de ce mouvement de Grosne, n'est visiblement pas policier. On le dit aussi proche du Front National. C'est le Point.fr qui avait fait ces révélations, si on peut dire. Est-ce qu'il y a une récupération politique ou est-ce que c'est un mouvement qui est initié par le Front National, très clairement ? Écoutez, je pense que ce n'est absolument pas question de ça. Ce mouvement est né spontanément chez les policiers. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement avec ce qui se passe lorsque les policiers sont attaqués chez eux, dans la rue, et qu'ils n'ont pas le droit de se défendre? Non, c'est un mouvement spontané. Alors, bien évidemment, nous, Front National, nous avons toujours soutenu les forces de l'ordre, et principalement ces moments difficiles. Et on ne peut pas parler de récupération politique. Les événements sont politiques, effectivement. On ne fait pas de la récupération. Sandrine Grandgambe. On voit bien qu'il y a à la fois un mouvement spontané qui est de fait récupéré, mais ça c'est la loi du genre, et en même temps une réaction là du gouvernement qui, Bernard Cazeneuve, a reçu les syndicats, a discuté, ceux qui sont sortis, et il a aussi reçu d'ailleurs les porte-paroles autoproclamés, mais qui correspondent aussi à un malaise réel. Et puis le président de la République reçoit aussi mercredi les syndicats. Je pense qu'il y a une vraie écoute, qu'il y a un vrai malaise, qu'on a eu une casse telle des forces de police dans ce pays, notamment avec les suppressions de postes sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, que maintenant il faut remonter la pente et il faut mettre les moyens. Et là, François Hollande est en poste depuis 5 ans, on est à la fin de son quinquennat. Et il a recruté, le gouvernement a recruté énormément, il y avait eu 13 000 postes de supprimés. On voit encore des commissariats qui sont insalubres, des choses qui n'ont pas été rénovées. C'est bien ce que je dis, donc il faut continuer à mettre les moyens financiers aussi, et donc mettre le personnel. Et tous ceux qui nous ont expliqué par exemple que la solution miracle c'était par exemple les caméras, on voit bien que la solution c'est d'abord des présences humaines et des gens équipés sur le terrain. Nicolas Dainville. Mais écoutez, il y a un vrai ras-le-bol, comme on l'a dit, un ras-le-bol sur les moyens. Je pense aux moyens humains, mais aussi aux moyens matériels. On le voit avec des voitures qui sont totalement délabrées, du matériel qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Il y a un policier qui me disait qu'aujourd'hui, il avait l'impression de vivre une ruine de la police. Je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol face à cette certaine culture de l'excuse. On disait Mme Grandgambe, mais il y a certains politiques de gauche qui ont l'habitude de voir les délinquants comme des enfants. M. Cazeneuve parlait de sauvageons, alors que c'était des criminels en bande organisée. Donc je pense qu'il faut avoir le courage de mettre les bons mots. Malek Bouti, à gauche, Samia Ghali également ont eu le courage, d'une certaine manière, de mettre les mots justes en disant qu'il fallait lutter avec une police anti-racaille pour neutraliser ceux qui pourrissent la vie dans les quartiers. Je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol sur le laxisme de la justice, ils l'ont exprimé, qui a été aggravé par la politique de Mme Taubira. On a eu l'arrêt de construction de places de prison, les remises de peine automatiques. Vous reportez la faute sur le gouvernement, en quelque sorte, si je vous écoute. On entendait Sandrine Grandgambe dire c'est Nicolas Sarkozy qui a commencé. Je pense que sur les chiffres évoqués par Mme Grandgambe, il faut prendre la période totale où Nicolas Sarkozy était aux responsabilités. Donc entre 2002 et 2011, il y a eu des effectifs à peu près stables. Il y a eu une suppression, effectivement, un certain nombre de suppressions de postes à partir de 2007 avec la RGPP, mais il y a eu une forte augmentation à partir de 2002 pour combler les suppressions de postes dues aux 35 heures. Il y a eu 8000 à peu près suppressions de postes avec les 35 heures. Donc, et juste pour terminer, donc il y a à la fois ce ras-le-bol moyen
culture de l'excuse, laxisme de la justice, aggravé par Madame Taubira, laxisme également avec cette culture anti-flic qu'on a vue, notamment lors des manifestations contre la loi travail, l'affiche de la CGT qui était absolument scandaleuse, on voyait des CRS sur des flaques de sang, qui alimente cette haine du flic qui est vraiment très difficile à comprendre pour les policiers qui sont sur le terrain. Et pour terminer, je dirais qu'il y a aussi une attente sur une réponse judiciaire à apporter, une réponse législative. Ils attendent notamment que la loi de la légitime défense soit harmonisée entre celle des gendarmes et des policiers. Aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes conditions d'ouverture du feu, et donc c'est un vrai problème dans l'état d'urgence et face aux nouvelles menaces. Vous partagez cet avis, j'imagine, sur la question de la légitime défense? D'abord sur les chiffres, effectivement, Mme Gand disait qu'il y a eu sous Sarkozy 13 000 postes de policiers et gendarmes supprimés. C'est exact, et d'ailleurs nous l'avions dénoncé à l'époque, on était d'ailleurs les seuls, et François Hollande n'a pas rétabli le compte, puisqu'il y a eu des créations, je crois, à peu près de 4 000 postes seulement. Donc ça compensait absolument pas la perte. Pour ce qui est des problèmes liés à la justice, effectivement, il y a un certain laxisme chez les juges, mais qui n'est pas généralisable. Je pense que ce qui manque surtout dans la justice, c'est le problème de moyens. Moyens de gestion des dossiers et moyens aussi au niveau des places de prison, parce qu'on ne peut pas demander à un juge de faire des condamnations qui ne seraient pas suivies des faits. Donc c'est essentiellement un problème de moyens. Et bien évidemment, nous, vous savez ce qu'on propose, hein, bien sûr redonner les moyens en termes d'effectifs et aussi en termes de places de prison, en commençant par expulser tous les condamnés donc illégaux qui n'ont pas leur place dans les prisons françaises. Oui, vous avez hoché la tête sur les derniers propos de François Simon. On parle, évidemment tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut plus d'hommes ou de femmes, il faut plus de moyens, puis quand on regarde les programmes derrière, on se dit il y a un problème d'adéquation entre ce qui est proposé, notamment sur on voit dans la primaire de la droite où tous les candidats expliquent qu'il va falloir supprimer un certain nombre de fonctionnaires, et pas un petit nombre, et puis le discours, et puis faire des économies, etc. Et on voit derrière que les moyens, on en a besoin. Sur la justice, effectivement, il y a nécessité de continuer à mettre le paquet sur la justice. Donc, plus de fonctionnaires. Parce que le discours de les juges laxistes, etc., bon, ça va un petit peu pénible d'entendre toujours cette rengaine qui ne correspond pas à une réalité. La réalité est beaucoup plus complexe. Le monde de la justice est très divers. Christiane Taubira a fait un excellent travail. Bon, je sais que ce n'est pas partagé ici, mais moi je soutiens la politique qu'elle a menée. Et je pense qu'effectivement, il faut mettre des moyens financiers, notamment aussi sur la justice. Mais à un moment donné, il faut être cohérent dans ce qu'on dit. Juste par rapport à la fonction publique aujourd'hui, et pour ouvrir un peu la discussion, il y a un vrai ras-le-bol de la fonction publique dans son ensemble aussi, en ce qui concerne les enseignants par exemple. On pourrait parler de ces enseignants aussi qui sont pris à partie dans les classes aussi. La ministre Vallaud-Belkacem qui les incite aussi à déposer plainte dès qu'il y a la moindre agression. Vous êtes aussi enseignante d'ailleurs, et François Simeoni aussi. Et j'aimerais quand même avoir votre sentiment sur cette profession aujourd'hui des enseignants qui non seulement a du mal à faire son travail, mais qui en plus est aussi quelquefois prise à partie. Et il y a aussi des violences qui les touchent. C'est pareil, je crois qu'il ne faut pas généraliser. Dans 99% des cas, on arrive tout à fait bien à faire notre travail et on le fait avec passion. Mais derrière, il y a effectivement ces cas, là encore inacceptables, de collègues qui ont pu être agressés. Il y a eu des établissements qui sont... mais on voit bien là aussi que toutes ces questions sont liées, c'est-à-dire que on a supprimé, par exemple, là, vous parliez de la période des années 2000, on a supprimé la police de proximité, qui avait un vrai rôle dans les quartiers. Ça, c'est une erreur, à mon avis, dont on paye encore les fruits aujourd'hui. Et après, sur la profession d'enseignant, c'est la question de l'autorité qui est posée en fait dans ce pays de manière plus large. Et l'autorité, elle ne se décrète pas de manière... l'autorité, elle est liée à la compétence, elle est liée aussi à... Et quand on voit un président de la République qui est à 4% d'opinion favorable, on a du mal à se dire qu'il est de l'autorité aussi. Est-ce que c'est un sujet parce oui, que non, mais on est plus... non, non, ça mais parce qu'on parlait aussi du gouvernement et du rôle du gouvernement d'impulser, d'avoir un certain respect, d'imposer le respect envers les forces de l'ordre, d'imposer le respect envers la question du respect et de l'autorité, c'est deux notions qui vont ensemble et qui touchent l'ensemble de notre société. Et le monde politique aussi. Donc tout le monde politique doit s'interroger sur comment on regagne une forme de crédibilité aussi et de respect et d'autorité qui est, enfin, en termes d'exemple, ce que nous devons porter avant de demander aux autres parties de
des composantes de la société d'être exemplaires aussi. Nicolas Dainville, et après je vous ferai réagir aussi sur les enseignants, parce que comme je le disais, vous êtes aussi enseignant au civil. Effectivement, pour rebondir sur les policiers, là, c'est une manifestation à ras-le-bol qui est assez inédite. Je crois que les dernières manifestations de ce type, c'est remonté en 1958, et à l'époque on avait le général de Gaulle, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Sur la crise d'autorité, elle est profonde. Elle s'exprime à travers les violences faites envers les forces de l'ordre, envers les enseignants. Je pense que mai 68 a eu une philosophie qui a remis en cause un certain nombre d'autorités, de hiérarchies, d'ordre, de respect. Je pense que ça fait beaucoup de dégâts aujourd'hui dans le monde enseignant. Je pense que les enseignants doivent être mieux respectés par les élèves. Il y a un certain nombre d'initiatives privées qui pourrait être source d'inspiration pour l'éducation nationale d'aujourd'hui. Je pense notamment aux écoles de la Fondation Espérance Banlieue, notamment à Montfermeil, je ne sais pas si vous la connaissez, le cours Alexandre Dumas, avec vraiment mettre l'accent sur les fondamentaux, le respect de l'enseignant qui est un véritable maître, comme les hussards noirs de la République l'étaient auparavant. Et il y a vraiment la notion de réussite, d'esprit d'appartenance à la nation. Et je pense que c'est des valeurs qu'il faut enseigner et transmettre encore plus aujourd'hui. François Simoni. Oui, alors, je veux être clair au niveau du Front National, nous défendons la fonction publique dans le cadre d'un État stratège, et notamment ses fonctions régaliennes comme l'éducation. Ce qu'on observe aujourd'hui n'est que le résultat de ce qui a été initié depuis 30 ans à peu près. Les problèmes principaux étant la dévalorisation du métier, la massification de l'enseignement général, ce qui fait que la fonction a été attaquée dans son essence. On ne voit plus effectivement de personnes qui souhaitent devenir enseignants. Les enseignants, il y en a 1 sur 3 dans le secondaire qui envisagent de changer de métier. Donc, je rebondis ce que vous aviez dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a un mal-être réel chez les enseignants. Et ça fait 30 ans que je suis dans l'éducation nationale, donc je le constate. Vous dites qu'il y a un mal-être. Tout à l'heure, vous disiez dans 99% des cas, les choses se passent bien et on peut enseigner correctement. Quelle est la réalité aujourd'hui du corps enseignant ? Je vous pose la question à tous les deux, mais vous n'avez visiblement pas la même perception. On vit des réalités peut-être différentes. Moi, je suis dans un établissement où on n'a aucune difficulté à enseigner. Je vais vous faire réagir juste après. François Simoni, pour terminer. On en est encore sur un positionnement qui conduit à nous traiter de réactionnaires. Je pense que quand l'action est négative, la réaction est positive. Et actuellement, on constate que le système est en déliquescence complète. Donc le seul moyen, c'est de ne pas remettre l'enfant au centre du système éducatif. Ça, c'est une erreur principale, c'est de remettre le savoir au centre du système éducatif, de revenir sur les fondamentaux au niveau de l'enseignement et notamment de l'enseignement primaire, et de valoriser aussi l'enseignement professionnel et l'apprentissage qui n'a jamais été fait. Je rappelle que Jean-Pierre Chevènement a été parti sur l'idée noble, a priori, de 80% d'une classe d'âge au niveau 4, au niveau bac, et qu'en fait cet objectif devait être suivi avec une prise en compte de l'enseignement professionnel et du bac professionnel qui n'a jamais été suivi. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus économique d'ouvrir des classes d'enseignement général, ce qui a été fait, que des classes d'enseignement professionnel. Ce qui fait qu'actuellement, sur à peu près 75% de la classe d'âge qui obtient le bac, qui arrive au niveau bac, vous avez seulement 10% qui correspond au bac professionnel. Donc les objectifs en termes de baccalauréat professionnel n'ont pas été suivis. Pour rebondir sur les moyens qu'évoquait Mme Grand-Gambe, il y a une étude que vous avez dû suivre, donc celle du CNESCO, qui montre que l'école, malgré les moyens, malgré les soi-disant 60 000 profs supplémentaires, objectif qui n'est pas encore atteint, aggrave les inégalités scolaires avec un impact social qui est encore plus important aujourd'hui qu'il n'était hier. Donc rétablir l'autorité, que ce soit envers nos forces de l'ordre ou envers nos enseignants, c'est fondamental. Je continue un petit peu cette revue de presse et on va rester sur le domaine des enseignants parce qu'il y a eu cette actualité locale. Laurent Deutsch, comédien, auteur aussi, devait intervenir dans une école à Trappes pour présenter un spectacle, faire une intervention autour du festival Histoire de lire. Ça a suscité la colère de 2 enseignants qui ont voulu se détacher de cette participation et finalement le comédien a annulé sa venue. Vous êtes élu à Trappes. Vous condamnez, vous comprenez l'attitude des enseignants ? Non, mais je pense qu'ils ont joué un rôle essentiel d'alerte
C'est-à-dire qu'en fait, c'était... Donc pour être bien clair, dans la même situation, vous auriez refusé également d'être associé exactement. et que Laurent Deutsch vienne faire son spectacle. Ah non, qu'il vienne faire son spectacle, il fait ce qu'il veut. La question, c'est une intervention spécifique la question, pour des c'est que voilà, il collégiens. s'agissait en fait des 3 collèges de Trappes. Donc c'était une intervention scolaire, présentée comme une leçon d'histoire, faite par Laurent Deutsch. Moi, j'ai rien contre Laurent Deutsch, mais pour moi, Mais il a qui pas le droit suis de parler historienne, d'histoire. si, il a le droit, mais qu'on ne me dise pas que mes élèves doivent aller écouter ses cours d'histoire à lui, parce que je considère qu'il n'a pas, ça peut être du divertissement, etc., mais ce n'est pas quelqu'un qui a un savoir. On parlait tout à l'heure de la nécessité de remettre le savoir au cœur de l'enseignement. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est capable de dire des contre-vérités et d'avoir une approche de l'histoire très très problématique. Donc moi, qu'à un moment donné, des collègues disent nous on ne souhaite pas, parce qu'au départ il y avait cette idée que c'était obligatoire. Donc ils sont intervenus en disant nous considérons que vous ne comprenez pas pourquoi ce serait obligatoire et donc nous ne voulons pas que nos élèves participent à cela. Ensuite, il y a eu donc une alerte qui a été faite au niveau notamment du rectorat et il y a la décision qui a été prise de dire premièrement évidemment ce n'est pas obligatoire donc libre à chaque enseignant d'y aller ou pas. Et finalement, il y a eu l'annulation. Donc, Vous ne partagez pas du tout ce point de vue, Nicolas Berville, hein, parce que vous avez même fait un communiqué pour condamner l'attitude des enseignants. Il s'était passé la même chose à Mantes-la-Jolie l'année dernière, où là c'était un prof d'histoire. Donc Monsieur Casali qui était venu à Mantes-la-Jolie s'exprimer devant des élèves, et il y avait eu la même réaction d'enseignants, d'une petite partie du monde enseignant qui, il faut dire les choses, est militant. Là, les 2 enseignants dont on parle sont des militants du Front de gauche. Donc, je pense que ce n'est pas une question de pureté académique, mais vraiment une question idéologique. Ils ne supportent pas qu'on ait une autre vision de l'histoire qu'eux. Avant, il y avait le monopole du cœur, il y a le monopole de la culture. Maintenant, ils veulent avoir le monopole de l'histoire. Juste pour terminer, pour moi, c'est vraiment une censure idéologique. Alors, j'ai déjà lu Laurent Deutsch et je trouve qu'il si c'est votre référence en histoire, je comprends mieux un certain nombre de choses. Ce talent de transmettre sa passion de l'histoire de France à des millions de Français. Je pense que comme le fait par exemple M. Bern dans l'histoire, à la télévision, ce n'est pas des historiens, ce sont des passeurs. Moi, j'ai aucun problème avec les passeurs et les vulgarisateurs en histoire. Justement, ils éveillent la curiosité historique à des jeunes qui sont souvent éloignés de ce savoir. Donc c'est vraiment très important. Et pour terminer, il y a une phrase moi, qui m'avait particulièrement choqué, c'est la justification de ces 2 enseignants. Ils disent « Notre rôle, ce n'est pas de faire aimer l'histoire de France, c'est pas de faire aimer la France, pour être précis. » Et je pense que l'histoire de France, ça ne doit pas uniquement nous rendre honteux par rapport à notre passé, ça doit également nous rendre fiers. Les 2 visions très opposées. François Simeoni, vous vous situez où? Alors moi je pense que l'école est un sanctuaire et que finalement les gens qui peuvent y exposer doivent être des personnes qui sont spécialistes de leur matière. Donc je suis en quelque sorte un petit peu d'accord avec madame. Mais maintenant, le problème c'est que notre métier a été dévoyé. Et d'une part, on a des interventions extrascolaires en nombre très important et qui sont imposées par notre administration concernant des positionnements pour lesquels je pense que Mme Grand-Gambe serait très favorable, notamment relatifs à l'éducation démocratique et républicaine, à la théorie du genre, enfin tout un tas de points qui peuvent sembler être de l'endoctrinement. D'une part, et donc là, pas de réaction de la part de ma collègue sur ce point-là. Et d'autre part, vous ne m'avez pas interrogé, donc je n'ai pas encore réagi, mais si vous m'interrogez, je vais réagir. Effectivement. Et donc pour ce qui est de M. Deutsch, effectivement, et le problème c'est que les programmes d'histoire actuellement ne font pas aimer l'histoire. Donc pourquoi pas envisager la présence de quelqu'un qui est là pour ramener un petit peu le goût à la matière. Et effectivement, le fait de présenter les programmes d'histoire très déstructurants, comme un fonctionnement, un enseignement par thème, etc., fait passer complètement l'histoire de France sous la trappe, et de manière générale l'histoire des nations. Les hommes politiques d'importance sont complètement passés à la trappe. Donc je pense qu'effectivement les enfants perdent le goût de l'histoire, et à la limite, si l'intervention de M. Deutsch peut rattraper un petit peu le coup, a priori Laurent Deutsch n'est pas historien, mais BHL n'est pas non plus philosophe. Donc voilà, ça peut être considéré comme quelque chose de positif, bien que je suis encore favorable au respect de l'école en tant que sanctuaire, c'est ce que sanctuaire, voilà. Non, mais il y a une forme de... Déjà,
de mépris aussi vis-à-vis des trappistes, quoi. C'est pas un hasard, c'est dans le discours qu'on entend, c'est les petits trappistes, eux, ils savent pas aimer l'histoire de France. Enfin, c'est insupportable. Pour vous, c'était le signe qui était envoyé? Mais bien sûr, c'était aussi ça qui était derrière. Donc moi, je trouve ça absolument insupportable. On a des élèves dans les écoles de Trappes qui aiment la France, qui aiment l'histoire de France. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils aiment moins l'histoire. Et on est là pour leur apprendre les fondamentaux. Et quand vous disiez sur des interventions qui peuvent être autour de la démocratie de la République, ah oui, moi je suis d'accord pour qu'il y ait des interventions sur la démocratie de la République, c'est notre rôle. Je suis bien d'accord avec vous, mais je pensais à un dévoiement de ces interventions, notamment pour y faire passer des messages comme la théorie du genre, etc. Ça, c'est les fantasmes qui existent. Là, mais l'égalité, filles-garçons, c'est aussi une réalité. Et quand j'entends votre vision de l'histoire, c'est une vision, pour moi, effectivement, que je respecte. Hein. Vous avez cette vision de l'histoire de France, mais complètement passéiste. C'est-à-dire que l'histoire a été faite par quelques hommes, jamais de femmes, hein, bien sûr, parce que les femmes n'existent pas dans l'histoire, c'est bien connu. Donc oui, à un moment donné, oui, mais justement, regardez qui vous avez cité que des hommes. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de faire comprendre que la France est une nation, c'est la République qui s'est construite difficilement, mais c'est aussi une nation avec des hommes, des femmes qui ont construit cette nation. Je pourrais vous citer Jeanne d'Arc, mais je ne sais pas si vous serez... vous savez très bien qu'au XIXe siècle, Jeanne d'Arc est une figure utilisée notamment par la gauche, donc c'est une figure qui a été là aussi parfois dévoyée, à mon sens, mais qui ne me pose aucun problème. On a beaucoup parlé de ces représentations de figures historiques de vision, ce qui fait qu'on a pris un peu de retard sur l'émission et c'est déjà le moment de faire un petit tour de table de conclusion. Quel événement vous gardez en mémoire sur l'actualité des 15 derniers jours en ce qui vous concerne? Alors moi je vais je vais vous parler d'un événement un peu personnel qui m'a particulièrement choqué, marqué. C'est la proposition de Benoît Hamon de légaliser le cannabis. Alors on le voit dans beaucoup de quartiers, c'est un drame pour beaucoup de familles, avec des enfants qui débuté sur votre circonscription, je vais le repréciser. Exactement, avec des enfants qui décrochent, qui ont des pertes, des troubles de la mémoire, de la concentration à cause du cannabis. Et je trouve que c'est un message de laxisme assez terrifiant. Envoyé aux dealers et aux trafiquants, on baisse les bras, on légalise et au lieu de lutter contre ce trafic qui fait beaucoup de ravages dans nos familles. Donc c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué. J'imagine que vous allez répondre. Forcément, Benoît Hamon étant élu à Trappes aussi. Le message envoyé aux dealers, c'est justement de dire vous n'avez plus votre place dans les quartiers. Et donc, on est dans le tout répressif là sur le cannabis. Je pense qu'il est temps d'imaginer autre chose. Et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a peut-être d'autres solutions. Mais puisque vous citez Benoît Hamon, moi je vais continuer. Dans l'actualité, je pense qu'on est dans la période des primaires. Il y a les primaires à droite, les primaires à gauche. Et moi, il y a une proposition qui est en train d'émerger, qui est discutée à droite et à gauche ailleurs, que Benoît Hamon porte, qui est le revenu universel. Et au moins, il y a cet intérêt des primaires, au-delà des affrontements de personnes, que de faire monter des sujets au débat. Après, on se positionne. Et je pense que le revenu universel est un bon sujet aujourd'hui de débat et qui nécessite qu'on s'y intéresse avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, moi, je suis très favorable à cette réflexion et à cette proposition. François Simeoni, je souris, mais j'espère que vous n'allez pas me parler de Benoît Hamon comme événement marquant des 15 derniers jours. Je vais quand même vous parler du revenu universel. Le revenu universel proposé par Benoît Hamon, c'est 750 € pour tout le monde. C'est-à-dire que à peu près un SMIC descendu et dévaloriseront complètement la fonction travail. Les gens vont rester à toucher cette somme dérisoire chez eux. Donc vous êtes absolument, bien évidemment. Il faut le débat parce que c'est bien évidemment. Sans même parler du financement. Mais non, moi ce qui m'a bien sûr touché et motivé, c'est la ventilation des migrants du camp de Calais. Sur Calais. Tous les maires censés sont en train de réagir et de refuser de recevoir ces migrants. Et on voit tous les élus LR, notamment de l'Ouest parisien, qui sont favorables à l'accueil des migrants, en contradiction totale avec leur population. Je rappelle que tous les élus européens, tous les députés européens LR et PS ont voté pour la répartition des migrants. Donc les maires de ces communes-là ne peuvent pas comprendre ces décisions prises par leur politique. Donc
bien sûr, nous, on s'oppose à ça et on fera tout ce qu'il faut pour réagir et montrer qu'il existe d'autres solutions. Et la concertation dans le département se poursuit puisque le préfet reçoit régulièrement les élus pour évoquer ces questions de répartition, d'accueil des migrants ou des réfugiés aussi, puisqu'il faut aussi évoquer les toujours optimum avec les élus. Mais un peu d'humanité dans un monde de brutes, ça fait un peu de bien aussi quand même. Non, mais là, ne parlons pas d'humanité et de ce terme encore, de ce travail sémantique qui est fait. Il y a des réalités humaines aussi. Mais le terme de réfugié, moi je J'ai cite. utilisé les deux termes, c'est pour ça que j'ai dit migrants ou réfugiés en fonction du point de vue où on se positionne. Eh bien, moi je vais parler, je vais femmes, défendre les enfants et les femmes. Madame Grandbank, je vais vous citer l'étude qui a été faite par une ONG qui s'appelle Droits des réfugiés, Refugee Rights, une ONG britannique, qui, dans son étude, a cité qu'il y avait 94% d'hommes seuls, 73% de personnes de moins de 25 ans et 1% seulement de Syriens et 0,6% d'Irakiens. Donc, quand on a 40% de Soudanais, 20% d'Érythréens et 20% d'Afghans, on ne peut pas parler de réfugiés, on ne peut pas parler de famille, ou à la limite envisager des familles monoparentales, sans enfants, constituées exclusivement d'hommes. Là, effectivement, on peut vous n'êtes pas du tout d'accord. Non, mais en deux mots, très rapidement. Non, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a des réalités humaines qu'il faut prendre en compte. L'État est là pour gérer aussi ces réalités humaines et pour trouver des solutions. Merci à tous les trois. On va s'arrêter là. On a déjà bien débordé sur l'émission. C'était le 35e numéro du Café Politique et on se retrouve bientôt ici, toujours au bistrot du Théâtre à Montigny.